L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3 dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Mardi 26 juin 2018, ça fait plaisir qu'on vous retrouve au compte de cette édition pour davantage décrypter l'actualité. Pour en parler ce matin, nous recevons comme invité parcours de cette émission le député élu nominal de Fouya, Sidiki Cissé, qui va intervenir en direct dans cette émission pour nous parler également de la reprise, les avantages de la reprise de l'usine Fouya 6 années après l'arrêt de cette unité industrielle en raison de la grève qui avait secoué cette usine, la première unité industrielle en tout cas en termes d'alumine en Afrique. Merci également de nous retrouver. Nous parlerons de l'autre actualité au niveau de l'Assemblée nationale puisque les députés au niveau de la 3e législature. Merci de nous retrouver avec les experts de la maison. Vous nous écoutez dans les communes de Conakry, dans 15 préfectures de Guinée. Ça fait plaisir qu'on vous retrouve pour davantage saisir les contours de ces sujets d'actualité. Bonjour à tous et bienvenue. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle. Sabari FM, comprendre l'actualité avec les experts de la maison. Abouakar Kondé, bonjour. Bonjour Koloba, bonjour à tous. Ibrahim Adilou de Diallo, bonjour. Bonjour à tous. Et à notre invité également, Sidiki Cissé l'honorable, bonjour. Bonjour. Bon. Allez, merci de nous retrouver ce matin pour cette émission Comprendre l'actualité. Vous êtes le député élu nominal de Fouya. On s'intéresse à vous ce matin pour parler de la relance des travaux de l'usine de Fouya après 6 années d'arrêt en raison de la grève qui avait secoué cette industrie. Merci encore une fois de nous retrouver ce matin. Ça vous dit quoi concrètement quand on parle de l'usine de Fouya, sa relance? Vous aviez pris part aux festivités présidées par le chef de l'État, Alpha Condé. Bon, la reprise de Fouya, ça me dit, disons, la joie, l'effervescence, n'est-ce pas, et qui ont prévalu au sein de la ville de Fouya à l'occasion donc de cette réouverture officielle. Allez, cette réouverture, mais en quoi la relance de l'usine, avant que les autres experts ne prennent la parole, en quoi cette relance a été un ouf de soulagement déjà pour la préfecture de Fouya, alors que l'usine a été fermée il y a 6 ans? Bon, un ouf de soulagement parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'usine qui a pratiquement créé la ville de Fouya. Donc il n'y avait pas de ville de Fouya? Au départ, disons, la ville la plus importante à Fouya, c'était d'abord Tormelin. Mais ensuite, l'usine est venue. On a voulu d'abord, au départ, ça devait se faire à Tormelin. Mais finalement, on a choisi cette zone là où elle est actuellement. Donc, pratiquement, c'était un tout petit village, ou même un hameau. Mais c'est l'usine qui a fait de Fouya une ville. Donc, à ce titre-là, l'usine, disons, était la mamelle nourricière de la ville. Tout dépendait de l'usine. Tout tournait autour de l'usine. C'est l'usine qui faisait le nettoyage de la ville. C'est l'usine qui donnait le courant. C'est l'usine qui donnait l'eau. C'est l'usine qui soignait la plupart des habitants de Fouya parce que l'ensemble des travailleurs et familles étaient pris en charge par l'usine. Et vous savez qu'on est en Afrique. Le cousin, l'oncle, ainsi de suite, peut également se soigner. S'il a un travailleur ou un parent à Fouya, il se trouve tout de suite inscrit sur la liste de famille ou alors des facilités lui sont accordées. Donc, pratiquement, Fouya, on peut dire, sans exagérer, que Fouya dépendait de l'usine. Alors, honorable, c'est vrai que d'après beaucoup de constats quand même, vous le dites, ça s'est d'ailleurs compris après la fermeture de l'usine. Mais la question que je m'en vais vous poser est de savoir comment avez-vous vécu cette période où l'usine était fermée? Parce qu'on sait que les habitants de Fouya ont quand même connu beaucoup de souffrances. Oui, c'est une période qui a été difficilement vécue. Parce que comme je vous ai dit, sans l'usine, après donc la fermeture de l'usine, on a fait un bon moment, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Sans compter les salaires, les entreprises sous-traitantes qui tournaient autour de l'usine, plus
les travailleurs de l'usine, grosso modo, ça tournait autour de près de 4 milliards par mois qui se déversaient sur le marché, qui étaient payés aux gens qui travaillaient à Fria, donc dont une bonne partie se retrouvait sur le marché. Cela veut dire que les commerçants et autres artisans bénéficiaient également de cette retombée. Donc une fois que cette manne financière s'est arrêtée, naturellement, c'est les difficultés économiques qui ont amené, n'est-ce pas, d'autres difficultés au sein des foyers. Des gens ont été amenés à vendre leurs bâtiments, leurs véhicules, à beaucoup d'entreprises qui ont quitté Fria parce que ne recevant plus de l'usine ce qu'elles pensaient recevoir, et même les services que les gens avaient fournis déjà à l'usine. Je parle des entreprises sous-traitantes, ces montants-là n'ont pas été payés. Donc ce sont des entreprises qui se sont retrouvées lourdement endettées, qui n'étaient plus en état de fonctionner. Donc franchement, je ne dirais pas que c'était la misère, mais c'était difficile. Est-ce que Fria était une ville oubliée pendant ces 6 années? Non, moi je ne dirais pas que c'était une ville oubliée. Dans la mesure où, à un moment donné, quand même, le gouvernement a essayé de prendre en charge, ne serait-ce qu'en partie, certaines activités que l'usine faisait. L'électricité, pendant un certain temps, n'est-ce pas, l'État a eu à le faire. Avec Caleta? Non, pas avec Caleta, c'est-à-dire que l'État achetait le fuel pour faire fonctionner les groupes qui étaient à l'usine. C'est l'État qui le faisait. Et si ma mémoire est bonne... Au-delà, parce que là, c'est que ça c'est récent, si vous dites comme ça, je crois que ça s'entend en 2016. Non. Oui. Parce qu'on a essayé d'installer là-bas je crois qu'une centrale, on a vu là avec les groupes électrogènes. Non, vous êtes en train de confondre. Lui, il parlait de Caleta tout de suite. Justement, c'est Caleta, vous parlez de Caleta. Mais moi, je dis qu'après la fermeture de l'usine, l'État, à un moment donné, a pris le relais pour fournir l'eau et l'électricité à la ville. Et ces dépenses sont allées... Qui était insuffisant. Oui, bien sûr, c'était insuffisant. Alors, au-delà de ces matières qui sont prisées, en termes, parce qu'on sait que les gens travaillaient, ils ne recevaient plus maintenant, ils travaillaient plus, en termes d'assistance financière, d'assistance familiale, qu'est-ce que l'État faisait concrètement pour la population de Fria? Voilà, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que l'eau et l'électricité, c'est pas rien, c'est important. Pour une ville qui est déjà habituée, n'est-ce pas, à l'électricité et à l'eau, l'État, à un moment donné, a dépensé en fuel, c'est-à-dire que le carburant qui alimentait les groupes électrogènes s'est allé, je crois bien, jusqu'à près de 15 milliards de francs guinéens. 14 à 15 milliards de francs guinéens. Mais pour combien de temps? Ou bien pour toute la durée de la fermeture de l'usine? Non, justement, c'est parce que l'État ne pouvait pas prendre ça en charge pour toute la durée, qu'à un moment donné, ça s'est arrêté. L'État a essayé de faire preuve, n'est-ce pas, de mansuétude à l'égard de la population en fonction de ses maigres moyens pour faire comprendre aux populations de Fria qu'elles ne sont pas oubliées. Ça, c'est un. Donc, le deuxième apport que l'État a eu à faire, il y a eu, disons, les apports financiers. L'État a essayé, n'a pas essayé, a apporté au moins 3 fois l'équivalent du salaire net de l'ensemble des travailleurs. Cela s'est fait au moins 3 fois. Oui, autour de 12 milliards. Ensuite, lors d'une fête, l'État a donné 2 milliards à l'ensemble des travailleurs. Donc, l'assistance financière est directe, c'est autour de 12 à 14 milliards. Ensuite, ils ont envoyé 50 tonnes de riz pour les travailleurs, plus 1000 cartons de poissons. Voilà, grosso modo, ce qui a été fait pour les travailleurs, sans compter... Ça venait régulièrement ou bien c'était... Non, ça ne peut pas venir régulièrement. L'État n'a pas vocation d'entretenir une ville. L'État peut créer les conditions pour que les gens vivent, mais ce n'est pas dans la vocation de l'État d'entretenir Fria, d'entretenir la population de Fria, de Kamsar. Non, l'État peut aider en apportant, comme il a eu à le faire, et en travaillant, n'est-ce pas, à la reprise de l'usine. Mais il est exclu, que ce soit en Guinée ou ailleurs, qu'un État prenne en charge la vie d'une toute une population.
C'est pas ça le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est créer les conditions pour que les gens puissent se prendre en charge. Alors, parler de l'usine de Fouilla en termes d'apport, ou plutôt d'emploi, l'usine a recruté combien de travailleurs avant sa fermeture? Parce que vous payez d'une certaine assistance de 2 milliards qui aurait été versée aux travailleurs. Combien sont-ils? Non, c'est plus de 2 milliards. Hein. Plus de 14 milliards déjà. Voilà, je dis bien, comme avance le salaire. Avance sur salaire, l'État l'a fait, je crois, 3 fois. Ça, bon, on a dit avance le salaire, mais on savait réellement que ça ne serait pas récupéré. C'était une façon pour l'État de donner, hein, en parlant d'avance sur salaire. Ensuite, lors d'une fête, ils ont apporté cash 2 milliards qu'on a réparti à l'ensemble des travailleurs. Alors, au cours de la cérémonie de relance des activités de l'usine de Fouilla que le président Alpha Condé, Alpha Condé a présidé, son discours nous a de plus intéressés. Il déclare ce site, quand il y aura une prochaine manifestation, si vous faites tout que l'usine s'arrête, je ne vais plus consentir un effort pour sa reprise, faisant allusion aux syndicats. Avez-vous le sentiment que les syndicats ont fait mauvaise prestation dans le cas de la fermeture de l'usine de Fouilla? Est-ce que ce n'est pas une certaine intimidation? Non, ce n'est pas une intimidation. Moi, je crois que tout chef, tout père de famille qui a connu une traversée comme ça aurait parlé ainsi, si vous voulez, à sa population, à ses enfants. Se positionne-t-il pour maintenant les Russes? Non, il se positionne. Ah oui, parce que le discours le dit clairement. Non, c'est pas ce que le discours dit. Nous qui avons vécu à Fouilla, nous savons à peu près comment la grève est venue. La grève s'est passée comment? Et vous-même, vous le savez. Non, nous ne savons pas. Vous avez vu que vous étiez... Oui, mais vous avez suivi sur les zones. Quand les gens ont décidé d'aller en grève, vous savez que cette grève-là, disons, a commencé bien avant 2012. Hein. Il y a eu, je crois, en 2010 ou 2009, la grève déclenchée par le même syndicat. Il y a eu des négociations. Vous vous souviendrez que les Fofana et Magbé étaient venus dans ce cadre-là. Je crois que c'était au temps du CND. À leur retour, ils ont fait un accident. Et ils sont décédés à Tourmalin. Donc, c'est la reprise de cette grève en 2012 qui a continué. Et en 2012, qu'est-ce qu'on disait? Donc, qu'est-ce que les travailleurs demandaient exactement? Ils ont demandé des augmentations de salaire, d'amélioration de leurs conditions de travail. Normal, pourrait-on dire. Mais il y a aussi que le Code du travail donne à l'employeur la possibilité, s'il a des difficultés financières, de reporter à plus tard ces négociations ou alors ces augmentations. Ça, c'est prévu dans le Code. Quand l'entreprise est en difficulté, on ne peut pas exiger d'elle qu'elle paye obligatoirement ce que l'on demande. Donc, quand les syndicats ont voulu aller en grève, les Russes ont dit, attention. Maintenant, il ne faut pas aller parce que Russell, ce n'est même pas la Guinée seulement, hein, Russell, au plan mondial, avait des difficultés. Il devait fermer un certain nombre d'unités à travers le monde. Les Russes eux-mêmes, à travers leurs amis qui étaient même à l'usine, et des Guinéens, on dit, dites à vos camarades de ne pas aller en grève. Parce que s'ils vont en grève, on risque de fermer. Parce que alors, là, ce n'est pas possible. La préfecture de Fouilla est intervenue à travers le préfet de l'époque, et là, j'ai Mamadou Conté, c'est sûr qu'il m'écoute maintenant là, et que d'autres de Fouilla aussi m'écoutent. Il leur a dit, n'allez pas en grève. S'il y a des difficultés, il faut attendre. Il leur a même dit un proverbe soussou, ne brûlez pas votre paillote à cause d'un moustique. Ils ont dit non, on va brûler la paillote et on va en construire d'autres. La mairie est intervenue. À l'époque, il y avait l'âge Diallo Sili, paix à son âme, qui était le maire, et moi j'étais le premier vice-maire. Il n'y avait pas eu les législatives encore, j'étais le premier vice-maire. On est intervenu, mais les gens ils disaient non, il faut qu'on nous donne ce qu'on a demandé. L'affaire s'est transportée à Conakry. Je crois que le syndicat a été reçu plusieurs fois par le ministre de la fonction publique de l'époque. Les gens ont dit non, il faut qu'on nous donne ce qu'on demande parce qu'il y en a. Donc finalement, ils sont allés en grève. Quand ils sont allés en grève, donc le travail s'est arrêté.
Mais il faut reconnaître que le grève s'est passé dans certaines conditions aussi, qui, de mon point de vue, ne sont pas tout à fait légales, comme ça se passe en Guinée d'ailleurs. Qui n'a pas respecté la procédure de la grève? Quand on dit grève en Guinée, l'on ne s'assoit pas à la maison, on ne refuse pas d'aller travailler, mais on empêche aussi ceux qui veulent aller travailler. Ça a été le cas de Fria? Ça s'est passé à Fria. Ça s'est passé à Fria. Ceux qui voulaient travailler étaient menacés. Par, disons, les grévistes. L'imam, l'âge Tafsir Sissi, paix à son âme, il est venu à l'usine, il s'est adressé aux travailleurs. Il lui a dit non, imam, Yami Femouiki. L'un des ministres du gouvernement à l'époque, je crois le ministre des Mines, est venu pour sensibiliser à l'usine. N'allez pas en grève. Ce que nous voyons assis, vous, quand vous vous arrêtez, vous ne verrez pas ça. N'allez pas en grève parce que si vous allez, compte tenu des difficultés actuelles, pas Fria seulement, de Russal dans le monde, ils veulent fermer certaines usines, on risque de fermer la nôtre. Il y a un travailleur qui a dit, du fond de la salle, tu mens. Le ministre a dit, je fais comme si je n'ai pas entendu. Donc voilà un peu. Si les revendications étaient normales, c'est normal pour un syndicat de réclamer, mais le fait de forcer, c'est ce qui a été mauvais. Étant donné que l'affaire s'est transportée même à Conakry au tribunal, le tribunal de Mafankou a demandé aux travailleurs de ne pas aller en grève. Donc, alors, ça c'est du côté de tout ce qui a précipité, si vous voulez, la fermeture de l'usine. Maintenant, aujourd'hui, ça c'est du passé, on ne va pas faire le procès du passé. Aujourd'hui, on est au présent, l'usine, la relance a été faite en grande pompe. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les clauses réelles de cette reprise? Qu'est-ce que les Russes ont gagné? Qu'est-ce que les Guinéens ont gagné? Bon, ce que les Russes ont gagné, les Russes récupèrent leur unité industrielle, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'usine appartient à 100% aux Russes. Alors on a parlé de... Oui, allez-y. L'usine appartient à 100% aux Russes. Donc quand elle reprend, moi je pense que les Russes, ils reprennent, n'est-ce pas, une unité qui leur appartient et qui va maintenant donner de l'argent, produire de l'argent. Alors, quant aux travailleurs guinéens, il y a la reprise du travail. Les gens étaient là, ils ne travaillaient pas. J'avais oublié d'ailleurs de vous le dire aussi. Grâce à l'intervention de l'État, parce qu'il y a eu des négociations entre l'État et Russal, afin que Russal apporte une assistance de 1,50 million francs guinéens à chaque travailleur pendant toute la durée de la période de grève. Durant toutes les 6 années passées. Voilà. Alors, honorable, il est évident ce jour que... Je veux juste préciser que quand vous parlez, je parle des dessous, est-ce qu'avec cette reprise, la reprise a été faite avec l'ensemble des travailleurs qui étaient là avant la fermeture de l'usine? Non. Vous savez, quand une usine s'arrête pendant 56 ans, d'abord, au moment où l'usine s'arrêtait, elle était déjà dans un certain état de licenciement. Non, de désuétude. C'est-à-dire qu'il y avait, elle n'était pas très performante. Il y avait des pièces. C'était une vieille usine, donc qui ne donnait pas totalement satisfaction sur le plan de la production. Donc elle s'arrête, elle fait 6 ans. Comprenez avec moi que tout de suite elle ne peut pas reprendre tout le monde. D'abord, ils ont recruté des gens pour essayer petit à petit de remettre l'usine en état de fonctionnement actuel. C'est-à-dire qu'on est au service minimum à Fria. Le service minimum, ça a commencé par le service minimum. Ça a commencé d'abord par le nettoyage d'une manière générale, comme ils disent, la remise en état, n'est-ce pas, de certains des machines, parce qu'il y en a qui étaient grippées, il y en a dont les pièces avaient été volées, parce que n'oubliez pas que pendant la période de grève, les gens ont carrément cannibalisé l'usine. On a volé beaucoup de pièces. On est allé jusqu'à déterrer des câbles électriques, on les déterrer pour les vendre. Donc il fallait remettre tout ça en état. Donc pour ça, ils avaient besoin beaucoup plus de manœuvres pour un départ. Beaucoup plus de techniciens. Plus de techniciens. Alors, les rails, vous savez, à certains endroits même,
on avait enlevé, donc il fallait remettre tout ça en ordre. Donc, au niveau de l'usine, au niveau des rails, ainsi de suite, donc, les travaux ont été effectués. Donc, ce n'est pas l'ensemble des travailleurs qui étaient là avant l'usine, enfin avant l'arrêt de l'usine, qui étaient là-bas. Non, on a recruté quelques techniciens, plus beaucoup de manœuvres, pour pouvoir remettre l'usine dans l'état où il est maintenant là. Alors en tout cas, les conditions de la reprise de l'usine ont fait l'objet d'une certaine discussion à l'Assemblée nationale au cours des années passées, 2016, ou peut-être un peu plus tôt d'ailleurs, 2010, 2014. En réalité, d'autres députés comme Mamadou Alpha Badé, que nous allons vous proposer son intervention, en tout cas il avait accordé un entretien à Sabari FM au lendemain de cette reprise. Il estime carrément que la reprise de l'usine Fouria profite plus aux Russes qu'au gouvernement guinéen, pour ne pas dire à l'État guinéen, d'autant plus que les Russes ont imposé, ont conditionné la reprise de l'usine par l'obtention de la concession de Gangan. On va l'écouter et on revient pour la suite de ces débats du jour. Arrêtés depuis 6 ans, les travaux de l'usine d'alumine de Fouria ont été relancés ce mercredi par le chef de l'État. Pour le député Mamadou Alpha Badé, tous les enjeux n'ont pas été réglés avant cette reprise. C'est une industrie qui était là depuis 1957. Ils ont certes rénové, ils ont remplacé certaines machines, mais attendons de voir est-ce que toutes les machines remplacées vont donner satisfaction. Parce que nous savons bien que normalement elles devraient être reconstruites. Mais au lieu de reconstruire, on a juste remplacé certaines machines. Et donc tout ça, ça peut bien marcher comme ça peut ne pas donner à 100%. L'élu du peuple dénonce également les conditions d'octroi de la concession Gangan aux Russes. Car pour lui, l'État guinéen a un manque à gagner dans cette convention. Ils ont eu une concession dans des conditions très avantageuses. Il y a des taxes, des redevances qu'ils devraient normalement payer et qui ne sont pas bien couvertes. Et il y a des risques quand même que nous perdions une partie des taxes et redevances qu'on devait avoir en temps normal. Mais l'État guinéen avait en ce moment accepté pratiquement toutes les conditions imposées par les Russes. C'est ce qui me fait un peu douter de l'efficacité de la reprise, parce que les Russes sont intéressés plus par la concession minière de Gangan que le fonctionnement correct de l'usine. Mamadou Alpha Badé a aussi déploré la mise en garde des syndicalistes par le chef de l'État pour toute revendication qui, selon lui, est un droit. Les aspects de la maison pour inviter ce matin le député élu nominal de Fouria, Sidiki Sissé, qui nous rejoint ce matin dans cette émission pour parler de la relance de l'usine de Fouria. Vous avez donc écouté les explications, le commentaire de l'honorable Alpha Mamadou Badé, membre de la commission ressources naturelles et développement à l'Assemblée nationale, que vous connaissez bien. Oui. Quelle est votre réaction par rapport à ce qu'il a dit? Bon, il n'y a pas de contradiction fondamentale, mais ce que je sais, c'est que les Russes avaient Gangan bien avant l'arrivée du professeur. Ce n'est pas maintenant que les Russes ont eu Gangan. Ils l'ont eu avant. Maintenant, des facilités leur ont été accordées pour permettre, n'est-ce pas, la relance de l'usine de Fouria. Ce que je trouve tout à fait normal, parce que quand vous prenez la ville de Fouria, vous avez près de 80 000 personnes qui vivaient et qui dépendaient essentiellement de cette usine. Moi, je crois que si l'État accepte de perdre quelque part, n'est-ce pas, pour permettre à cette ville de continuer à vivre, parce que c'était un défi aussi pour l'État, pour la Guinée d'une manière générale. Fouria était, disons, le petit Paris, c'était le fleuron de l'industrie guinéenne. Donc il fallait sauver Fouria, moyennant quelques sacrifices. C'était la condition non négociable des Russes pour la reprise, la relance? Bon, non négociable, je ne sais pas, mais je sais qu'ils ont demandé cela. Oh, vous ne savez pas, puisque avant la reprise, oui, l'Assemblée s'est prononcée, et vous êtes l'Assemblée s'est prononcée, l'Assemblée, y compris l'opposition, était d'accord sur cette vision. Allez, l'opposition a dit qu'elle a voté contre la reprise. Non, en tout cas, les conditions d'octroi. Non. L'octroi de Gangan. L'octroi de Gangan. Non, on parle de Fouria. On parle de Fouria. Oui, les deux sont liés parce que... Oui. Gangan déjà était avec les Russes bien avant le professeur. Renseignez-vous très bien. Gangan a été donné depuis le temps du général Lansana Conté, je crois, en 2002. Non. La concession, on se rappelle au temps du CNT, le CNT avait voté en faveur des Russes pour l'octroi de la concession de Gangan. Non, Gangan, c'est bien. Parce que moi, je me rappelle, j'ai eu un échange à faire avec le secrétaire général à l'époque du CNT, M. Suke Kamara, qui a dit effectivement que le CNT a voté en faveur des Russes pour l'octroi de Gangan. Maintenant... Non, je dis bien, et je répète, Gangan, c'est bien avant l'arrivée du professeur.
il est avec les Russes. Les Russes, maintenant, avec l'affaire de Fria, parce que quand vous avez une concession... Avec les Russes, comment? Ils avaient la concession déjà? Oui, bien sûr. Alors quel était le rôle joué alors par la par rapport à cette prise? Mais s'ils avaient la concession... Ils avaient la concession, mais vous savez que quand on donne la concession, il y a des travaux que vous devez exécuter dans le temps. Il y a des charges que vous devez payer. Maintenant, avec la reprise de Fria, puisque ça devait leur coûter, ils ont demandé à l'État, si vous voulez, de leur accorder quelques facilités sur ce plan-là, pour qu'ils puissent réinvestir, si vous voulez, un peu du côté de Fria. C'est-à-dire ceux qui devaient payer comme redevance au niveau de l'État pour la concession de Ndiandia, l'État a fermé les yeux de ce côté pour que ces montants-là soient reversés pour la reprise de l'usine de Fria. Bon, pour que cela puisse les aider à reprendre l'usine de Fria. Mais c'est ce que le député a dit carrément. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui, il a dit que j'ai dit que ce n'est pas une contradiction. Alors, honorable, par rapport maintenant à cette relation... Mais j'ai ajouté aussi que l'État, en tant qu'État, ne peut pas laisser mourir une ville de 80 000 habitants qui, de plus, a été, disons, une ville phare pour la Guinée depuis l'indépendance. Et Fria, comme on le dit souvent, c'est la première usine d'alumine interafricaine. L'État avait l'obligation de tout faire pour la reprendre. Alors, vous êtes député uninominal de Fria, vous êtes censé défendre les intérêts des populations de Fria. Alors, est-ce que... Mais il est visiblement du côté de l'État. Non, mais c'est normal. Il est visiblement du côté de l'État. Non, attention. Alors, ne confondez pas. Je pose la question. C'est juste une observation, je pose la question. Oui, mais là, c'est que je ne suis pas d'accord. Disons que l'État, les députés, le maire, nous travaillons tous pour le bien de la communauté. On est censé travailler pour le bien de la communauté. Alors, il n'y a pas de problème. On est d'accord. À ce niveau, il n'y a pas de contradiction. C'est une expression partagée de tous. Voilà, nous devons nous battre en tant qu'élus de Fria, passer par tous les moyens pour que l'usine redémarre. Alors, parce que nous savons ce que l'usine vaut pour la ville. Je vais poser ma question. Par rapport à cette reprise, l'usine a été relancée. Est-ce que vous, en tant que député nominal, est-ce qu'il y a eu un travail en amont pour faire en sorte que les revendications qui animent souvent les syndicats, c'est-à-dire la revalorisation des conditions de travail, la revalorisation du salaire, est-ce qu'il y a un échéancier pour revoir tous ces aspects-là au niveau des travailleurs? Est-ce que vous avez travaillé dans cet aspect-là? Non, je ne comprends pas très bien. Reprends. Les travailleurs réclament, ils ont réclamé par le passé les meilleures conditions de travail, l'augmentation des salaires. Et malheureusement, le président a mis du poing sur la table pour dire attention pour ces revendications. Faites attention aux revendications. Faites attention à vos revendications. Est-ce que vous, en tant que député uninominal, oui, on a entendu le chef de l'État. Oui, mais vous avez mal entendu. Non, on a bien entendu. La lecture du discours. On a analysé son discours. Vous avez mal perçu le discours. Quand on vous dit attention, si vous le faites encore du n'importe quoi, je ne vais plus maintenant me mêler. C'est comme pour dire aux gens, attention, ne réclamez plus rien maintenant. Non, il n'avait pas dit n'importe quoi. Il dit, si l'usine est fermée pour la prochaine fois, je ne ferai plus de C'est une façon de dire. Moi, je vous ai dit déjà les conditions dans lesquelles l'usine a fermé. Je crois que je suis revenu sur ça. Et je vous apprends aujourd'hui que certains responsables de l'usine, du syndicat, ils sont en France, ils sont à Bruxelles. Ils sont à Copenhague. Les anciens syndicats ou sont les mêmes? Oui. Pour ceux qui étaient à la tête. Non, ils sont là-bas. Ceux qui étaient syndicats à l'époque de la grève, vous voulez dire. Oui. Alors, monsieur honorable, moi je m'en vais vous poser cette question. Je laisse finir la question. Je pose la question parce qu'on veut éviter un peu ce qu'on a vécu par le passé. Est-ce que vous, à l'interne, en tant que député, est-ce que vous avez mis des dispositifs pour permettre à ce qu'on puisse satisfaire les travailleurs sans qu'on ne puisse aller en grève progressivement? Non, ça dépend de... C'est pas les députés ou alors le gouvernement. Ça, c'est un problème entre employeurs et employés. Ce que l'État peut faire ou ce que les députés peuvent faire, c'est faire de la médiation afin que les partis s'entendent. On a eu à le faire. À un moment donné, je vous ai dit, la grève, quand elle a été décidée, les conditions n'étaient pas réunies du point de vue financier pour le partenaire de les satisfaire. J'ai dit déjà toutes les démarches qui ont été faites dans ce sens-là. Et avant la reprise, à un moment donné, les travailleurs eux-mêmes, ils avaient signé. Il y a eu un accord entre Rusal et les travailleurs. Compte tenu de tout ce qui s'est passé, eux, ils renonçaient, n'est-ce pas, à toutes les revendications. À toutes les revendications qu'ils avaient faites. Des revendications antérieures. Ça, c'est signé.
ils renoncent à leurs revendications antérieures jusqu'à ce que l'usine soit dans de meilleures positions. Ils ont promis aussi de ne pas aller en grève, en tout cas pendant un certain temps, pour permettre à l'usine de toujours de se relever. Donc ça, c'est un accord déjà qui existe entre l'usine et les travailleurs. Bien. Allez, nous avons pour inviter ce matin le député uninominal de Fouya, Sidiki Sissé, l'honorable, qui vient dans cette émission pour parler également des conditions dans lesquelles l'usine de Fouya a réellement repris ses activités. Et puis nous parlerons par la suite, dans quelques minutes, les travaux engagés du côté de l'Assemblée nationale pour le dernier chronogramme déjà adopté. Allez, Ibrahima Diallo. Oui, je voulais poser cette question à l'honorable Sissé. Vous êtes le député uninominal donc de Fouya. Il se trouve que cette ville, quand même, nous l'avons connue, a été dans les difficultés pendant un bon nombre d'années, 6 années, je crois. Et la question que je veux savoir justement, c'est de savoir justement, est-ce que vous, député uninominal de Fouya, qu'est-ce que vous avez pu faire pour que l'État puisse quand même mettre des conditions idéales qui puissent permettre aux populations de Fouya de traverser cette période difficile? Bon. Est-ce qu'il y a conditions idéales, c'est un peu trop dire. Des conditions Est-ce que l'État a apporté quelque chose pour améliorer un peu le vécu? Vous l'avez dit, il y a eu quelque chose de 14 milliards que l'État a accordé, a donné aux populations de Fouya, mais vous-même, vous le reconnaissez, un État ne peut pas prendre en charge quand même toute une population d'une ville. Et ce que l'État peut faire, c'est de créer des conditions qui puissent permettre à ses citoyens de se démerder et de s'en sortir petit à petit. Est-ce que vous avez démarché auprès de l'État pour qu'il puisse mettre en place ces conditions? Bien sûr. La première démarche, et la principale, c'était d'abord la reprise de l'usine. Nous avons fait des démarches à l'époque en direction, pas seulement le député, mais le député plus les autorités préfectorales et communales. On est venu à plusieurs reprises rencontrer les autorités, dont le Premier ministre Saïd Fofana et autres. On l'a eu à le faire. Ensuite, nous avons essayé de faire comprendre à l'État les difficultés dans lesquelles les gens de Fouya vivent. C'est ainsi que dans nos interventions à l'Assemblée, on a attiré l'attention des différents ministres qui sont passés sur la nécessité de prévoir quand même à Fouya d'autres activités qui pourraient rendre la ville moins dépendante de l'usine. Donc c'est dans ce cadre-là que l'État a envisagé. Je ne dis pas que c'est uniquement à cause de ça, mais notre petite voix a compté parmi celles qui ont demandé quand même que d'autres activités soient menées à Fouya pour rendre la ville moins dépendante. Dans la question de ces activités, est-ce que cet appel est entendu? Les activités sont engagées aujourd'hui? Oui, c'est entendu. D'abord, vous avez Kaleta qui a mis un transfo à Fouya là-bas. Oui, mais ça c'est récent là. Oui, c'est récent, mais ça fait partie. Ou bien, c'est récent, mais ça fait partie. Donc, ça déjà, pour une capacité, je crois, de 20 MW, donc ça, il y a eu la consommation pour toute la ville de Fouya pendant au moins 10 ans, sans dépendre de l'usine. Avant ça, il y a des cantines scolaires qui ont été créées à Wawaya, même à Fouya-ville, il y a un certain nombre de cantines scolaires qui ont été créées pour faciliter quand même la scolarisation des enfants ou la rétention de ceux qui sont là-bas déjà pour leur permettre d'aller fréquemment à l'école. Il y a des aménagements qui sont en train de se faire, notamment à Tourmalin, de près de 300 hectares, n'est-ce pas, pour les cultures maraîchères. Ça, c'est les Marocains qui sont en train de le faire. En ville, pour ceux qui connaissent Fouya, entre la ville et l'aéroport, il y a la partie qu'on appelle le lac, là, qu'on est en train d'aménager maintenant, là, n'est-ce pas, pour permettre, n'est-ce pas, aux femmes de Fouya, aux jeunes de pouvoir mener des activités agricoles génératrices de revenus. Donc il y a toutes ces actions qui sont menées au niveau de Fouya. Et au-delà de ça, le gouvernement a retenu Fouya comme zone d'extension économique de Conakry. Ça veut dire quoi? Il y a des unités industrielles qui veulent s'installer par exemple dans la zone de Duberka au Fouya et de Conakry, on peut leur dire oui, allez à Fouya aussi. Comme ça, s'il y a 2, 3, 4 usines à Fouya, on ne dépendra plus uniquement d'une seule usine.
Allez, on sait quand même que la région de Bouquet avait également été érigée en zone spéciale économique. Non, moi je ne dis pas zone spéciale économique. C'est différent. Hein. Et après, oui, je vois que ce sont des thèmes parfois qui ont des avantages, mais au fond, non. La dernière question sur l'usine. Non. Vous savez, nous sommes à l'antenne. Ne créons pas de confusion au niveau des auditeurs. Pas du tout. La zone spéciale économique est différente. Ça, c'est Bouquet. Maintenant, au lieu qu'il y ait beaucoup de concentration d'usines, par exemple, à Conakry ou à Dindia, on peut dire aux gens, il y a de l'espace à Fria, on les encourage si vous voulez aller vers Fria. Alors, est-ce qu'il y a suffisamment d'unités industrielles en Guinée? Alors, on va parler, peut-être parlons argent, économie, en termes d'apport financier de l'usine pour la préfecture de Fria. Oui. Concrètement, qu'est-ce que la préfecture gagne avec cette installation et fonctionnement de l'usine de Fria? Pas en termes d'emploi des personnes, mais également en termes de l'argent qui tombe dans les portefeuilles de la préfecture ou de la mairie. En tout cas, vous avez été vice-maire, hein. Vous savez beaucoup de choses en la matière. Bon, j'en sais un peu. Allez-y. Voilà. Moi, je sais qu'avant la fermeture, quand même, l'usine payait des taxes à la préfecture et à la commune. Et ces taxes tournaient autour de 1 milliard et quelques à la préfecture et à la commune. Par mois ou par an? Par an, pas par mois, par an. Ok. Voilà. L'usine, la commune avait dans les 204 milliards, la commune urbaine. La préfecture avait dans les 600 et quelques milliards, et les autres préfectures, je parle de Tormelin, de Wawa et autres là, recevaient le reste. Mais avec la crise, ça n'a pas été arrêté, hein, mais ça a diminué un peu. C'est ainsi que maintenant là, c'était autour de... Avant, c'était dans les... j'ai dit pour la mairie, 204 milliards, 1 million plutôt. Maintenant, c'est dans les 198 millions. 198 millions. On parle de milliards ou bien de millions? Non, 2 millions. Millions. Ah, vous avez utilisé pour ton milliard? Milliards par non. Je dis 1 milliard pour l'ensemble. Pour l'ensemble. C'est ce qui est divisé entre la commune et les collectivités. La commune urbaine plus les communes rurales. Alors cet argent, vous qui avez été vice-maire, comment il est étudié? Parce qu'on sait que c'est le Russal qui donne pratiquement à manger aux gens, à peu près. C'est Russal qui soigne les gens, c'est Russal qui donne l'eau, c'est Russal qui donne le courant. Mais l'argent là, il était étudié comment? La mairie qu'est-ce qu'on en faisait ce monde-là? Pratiquement c'est Russal qui faisait tout. Bon, la mairie, je crois, c'est utilisé pour d'abord le salaire. Parce que... Le salaire de qui? Du personnel, des travailleurs de la mairie, plus les quelques travaux de bouchage et autres, 198 millions, 200 millions, ce n'est pas énorme. Hein. Oui, mais par mois. Le Fria aussi n'est pas aussi énorme. Non, je n'ai pas dit par mois. Hein. La préfecture aussi n'est pas aussi énorme. Par an. Voilà. Mais la préfecture aussi n'est pas aussi énorme. Ah, si. Même que vous avez à nourrir 100 personnes, n'est-ce pas, avec 204 millions par an, ce n'est pas énorme. Non, je dis donc que quand vous prenez les travailleurs, vous avez une centaine de travailleurs. Hein, à la commune. Vous payez leur salaire et le reste vous utilisez pour les différents travaux. On a vu récemment la mairie, au niveau de la préfecture, il y a ce qu'on a appelé le comité préfectoral de développement, qui comprend donc la préfecture, la société civile et la mairie. Alors, quelques secondes pour terminer le chapitre sur la reprise de l'usine de Fria. Il y a eu beaucoup plus de déclarations en la matière. L'usine de Fria est revenu dans le portefeuille de l'État, ou c'est encore avec les Russes. Mais en la matière, comme vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous en savez beaucoup de choses. L'usine appartient-il toujours aux Russes ou plutôt à l'État guinéen? Quand est-ce qu'on a dit que l'usine est revenue dans le portefeuille de l'État? C'est une question. L'usine n'est jamais revenue dans le portefeuille de l'État. L'usine appartient à 100% aux Russes. C'est comme si je paye mon téléphone, à partir du moment où je l'ai payé, il m'appartient. Je vous apprends que l'État guinéen et Russal sont partis, n'est-ce pas, en procès au niveau du tribunal arbitral de Paris, je crois. Et Russal a eu raison. Ils ont dit que ceux qui ont signé la vente de l'usine à l'époque était habilité à le faire au compte de la Guinée. Il y avait le ministre de l'économie et des finances. C'était qui? C'était Madi Kaba Kamara, je crois. Il y avait le ministre des Mines, Soirée, je crois. Et le chef de cabinet... Vous parlez d'Ahmed Tidiane Soirée? Oui, bien sûr. Le chef de cabinet à la présidence,
à l'époque, Tamba, Tchembe, au temps de l'ancien compte. Donc, ça, c'est des gens autorisés, en tout cas sur le plan international, ils ont trouvé que ces gens-là avaient qualité pour effectuer la vente. On va inviter le député uninominal de Fria, l'honorable Sidiki Sissé, qui nous rejoint ce matin au lendemain de la relance de l'unité industrielle de Fria pour parler également des conditions de cette reprise, les avantages de l'usine de Fria par rapport à la population également. Nous parlerons dans quelques minutes des travaux au niveau de l'Assemblée nationale, en tout cas les derniers travaux déjà en cours. Vous avez quelques précisions à apporter par rapport à la question qui vous a été posée sur... Oui, la précision c'est surtout par rapport au discours du président qui semble être... mal compris, mal interprété. Il n'a pas interdit les grèves. Dans son discours, il a demandé de faire en sorte que les grèves ne conduisent pas, les revendications excessives ne tuent le travail. Parce que sans travail, il n'y a pas de travailleurs. C'est ce que le président a demandé. C'est normal de revendiquer, mais il ne faut pas que les revendications conduisent à des blocages tels qu'on en a connus. On barre la route, on occupe la préfecture pendant 10 jours et on est en grève. Vous savez que la préfecture a été occupée pendant 10 jours par les soi-disant grévistes qui avaient fait pourtant 1 an ou 2 ans sans salaire. Ils étaient à la préfecture, ils mangeaient là-bas matin, midi, soir, la nuit, soirée dansante, pendant plus de 10 jours. Donc, la préfecture était prise en otage. Elle était prise en otage. Oui, elle était occupée. Le préfet ne pouvait pas venir, l'administration ne pouvait pas venir travailler. Les gens dormaient là-bas dans la cour, autres. Ce genre de... Ou alors, on a même eu à barrer le chemin de la ville de Fria, pratiquement jusqu'à la sortie. Des femmes qui avaient amené du poisson de Conakry se sont trouvées bloquées, ainsi de suite. Ce sont ce genre d'activités, disons, violentes, d'actions violentes, qui ne correspondent pas à l'esprit de la grève. On fait la grève non seulement pour améliorer ses conditions, mais à veiller aussi pour bien tenir l'outil de travail. Si les revendications tuent l'outil, il n'y a plus de travail. Allez. Voilà l'esprit de la déclaration du président. L'autre question maintenant, après le sujet sur la reprise de l'usine de Fria, vous êtes à votre dernière, en tout cas, activité à l'Assemblée nationale pour cette session en cours. Sur quoi vous travaillez aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on est en intercommission, les travaux de commission sur le dernier chronogramme qui comporte un certain nombre d'accords, n'est-ce pas, les accords entre la Guinée et certains pays, des accords avec les sociétés qui font l'exploitation minière, et il y a également ce qui est attendu par tout le monde, disons la loi sur la CENI. Qui est inscrit, hein? Oui. Voilà. Cette loi sur la CENI spécifiquement pose problème déjà parce que cette loi sur la CENI doit être examinée quand, pratiquement, par rapport à votre programme. C'est le 4 ou le 5. Le 5. Est-ce qu'il y a de véritables enjeux aujourd'hui selon vous? Bon, je vous apprends que cette loi sur la CENI a été travaillée par les différents groupes parlementaires qui sont au niveau de l'Assemblée. Voilà. Donc l'UFR, l'UFDG, le RPG, en tout cas, se sont entretenus pendant longtemps pour arriver, n'est-ce pas, à un consensus. Je pense que c'est ce document-là qui nous est soumis maintenant et qui va être adopté. Le député... S'il répond à l'esprit de la négociation de tout le monde, parce que s'il arrive déjà sur la table, moi je pense qu'ils sont entendus pour arriver à ça. Donc, dans ce cadre-là, il n'y aura pas de difficulté pour son adoption. Vous êtes député uninominal de Fria, vous êtes censé être plus proche des populations. Qu'est-ce que vous faites à l'endroit de cette population en étant à l'Assemblée nationale, en termes de propositions de loi, en termes de défense, en termes d'intérêt des populations de Fria, au-delà de cette reprise de l'usine? Moi, je crois que j'ai eu à le dire. Votre rapport concrètement, qu'est-ce que vous faites? Oui, c'est ce que je dis. En termes d'apport, nous avons été, disons, celui qui a introduit d'abord les travailleurs de l'usine au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un. Ensuite, nous avons sensibilisé, nous avons conduit les travailleurs, les responsables des travailleurs au niveau des différents groupes parlementaires pour qu'ils puissent les sensibiliser au problème de Fria. Quand la loi est venue, je dis la loi, l'accord de reprise avec Rissal, nous avons démarché également auprès de nos camarades députés de toutes les tendances
Pour les convaincre à voter. Oui, pour les amener. Bon, il faut être juste. Je n'ai pas eu beaucoup de difficultés pour les convaincre parce que ce soit les députés de l'opposition, que ce soit les députés de la mouvance, tous étaient d'accord pour la reprise de Fria. Ensuite, je crois avoir dit qu'au cours de nos interventions devant les ministres, nous avons demandé, et on a eu des cantines scolaires, il y a eu des aménagements agricoles qui sont en cours. Voilà. Et à titre personnel, nous sommes intervenus pendant la période d'Ebola. Nous avons eu à contribuer en donnant 2500 paires de gants, 1000 et quelques flacons d'antibiotiques. Nous avons donné à la maternité un aspirateur. Nous avons donné des tables bancs, une cinquantaine à des écoles. Nous avons donné un peu de ciment à la mosquée. Quand vous dites nous, c'est l'honorable et c'est l'équipe ou plutôt c'est l'honorable jeu? C'est moi. Alors, l'autre actualité, franchement, l'autre actualité par rapport, je veux bien terminer. On a suivi hier des membres de l'opposition qui menacent de reprendre de nouvelles marches par rapport surtout à l'installation des maires et l'application des différents accords. L'Assemblée nationale a travaillé sur le code électoral qui nous a amené à aller à cette élection communale du 4 février dernier. Aujourd'hui, les maires ne sont pas encore élus, plutôt non installés, j'allais dire. Et à Fria, vous n'avez pas de maire aussi, même si l'usine a repris. Quel est le véritable souci à ce niveau? Pour les maires? Oui, justement. Le souci qui anime tout le monde, c'est qu'il faut que les délégations, les maires soient installés. On doit les installer. On doit les installer, mais il y a bien des préalables. Est-ce que l'Assemblée nationale, le sujet est sur la table? Est-ce que les députés... Non. Qu'est-ce que l'Assemblée a fait dans ça? Les gens ont voté, n'est-ce pas? Les résultats sont là. Il appartient à l'État d'installer. Alors l'autre question que l'Assemblée devait faire, c'était l'adoption du code électoral qui a été négocié par les partis politiques. Nous l'avons voté. On est allé aux élections qui se sont passées. Donc nous, en tant qu'Assemblée, non, c'est peut-être s'il y a crise entre les différents, on peut intervenir, mais il n'y a plus de loi à adopter à ce niveau-là. Sauf si les partis s'entendent encore pour soumettre à l'Assemblée autre chose. Alors, honorable, il y a un avis général qui se dégage, donc, en tout cas, d'un bon nombre d'observateurs, c'est que les députés ne sont pas proches des populations qui leur ont élus, ou du moins ne sont pas très occupés des préoccupations de ces populations. Ceci m'amène à c'est l'avis, en tout cas c'est un constat qui m'amène à dire ceci, c'est que depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, quand je dis vous, c'est l'actuelle Assemblée nationale, il n'y a pas eu une loi quand même qui a été votée en faveur des populations. Je pense à deux aspects, notamment l'aspect location. Aujourd'hui, les prix des loyers vont crescendo. Chaque année, les propriétaires des maisons augmentent les loyers sans se fonder sur aucune base légale. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a la question de prise en charge sanitaire. Et je crois que ce sont deux propositions de loi qui ont été introduites à l'Assemblée nationale. Il y a de cela, je crois, 2 années que cela a été, ces deux lois ont été introduites à l'Assemblée nationale. Mais le souci, c'est que jusqu'à ce jour, ces deux lois n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour. Comment percevez-vous tout cela? Bon, d'abord, quand vous parlez député proche du peuple, c'est une expression que je ne comprends pas. Proche de la population qui leur ont élu. Oui, proche de la population. Ça veut dire quoi concrètement? Non, mais honorable, vous le connaissez déjà. Vous êtes censé être le porte-voix quand même des populations qui vous ont élu. Mais c'est ce que nous avons fait. Je vous ai dit. Je vous parle maintenant de la cherté et des prix des loyers et il y a également cette prise en charge sanitaire. Mais la cherté attendez. La cherté des loyers, c'est un problème. Vous comprenez? Mais que fait la prise en charge? Attendez. La prise en charge sanitaire, c'est un problème. Mais reconnaissez que l'Assemblée a voté beaucoup d'autres lois aussi qui rentrent. Je prends par exemple la reprise de l'usine de Fria, quand je prends le cas spécifique de Fria. Oui, mais ça, c'est un cas spécifique. On va laisser l'honorable aller au bout de ses idées. Allez-y. Voilà. Le cas, il y a Fria, n'est-ce pas, au niveau de toutes les villes minières où il y a eu des installations, où il y a eu des projets agricoles qui passent forcément par l'Assemblée nationale. Ça rentre dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Lorsque nous votons
des lois dans le cadre de la route, des constructions de routes, des constructions d'écoles, vous pensez que ça n'améliore pas les conditions de vie des populations? Ça améliore, ça rentre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas voté, si vous voulez, cette proposition dont vous parlez, mais vous faites bien de dire proposition, parce que proposition, ça veut dire que ça vient des députés, mais il y a un circuit à faire. Ils quittent l'Assemblée, quand même c'est les députés qui les proposent, ça quitte l'Assemblée pour aller au niveau de l'exécutif. L'exécutif l'examine et le retourne. Parce que c'est l'exécutif, il doit faire des observations. Partout, il faut payer de l'argent. Ce n'est pas l'Assemblée qui paye, c'est l'État qui paye. Alors moi j'ai juste une question. Donc il y a la préoccupation, n'est-ce pas? Et les députés se préoccupent très très bien. Mais j'ai compris, en Guinée, les gens, souvent, ils pensent que le député peut construire une école, il peut construire une route. Le député fait le lobbying pour qu'il y ait ça. Mais le député en lui seul, il ne peut pas. Alors la question... Deuxièmement, allez-y. Les propositions de loi en provenance des parlements, ce n'est pas propre à la Guinée. Hein. Le constitutionnaliste belge, le professeur Delpéré, il nous a dit que ce n'est pas propre parce qu'on a posé, nous-mêmes on a posé ce problème-là. Il dit que ce n'est pas en Guinée seulement que les parlements sont un peu sobres en termes de loi. Ils disent même chez eux, en Occident, 90% des lois proviennent du gouvernement. Et il a ajouté, même les 5 ou 6% que l'on ajoute, on dit ça vient des députés, il dit des fois, c'est le gouvernement, à travers tel ou tel ministre, ou telle ou telle personnalité, qui vient souffler, faites ça, faites ça. Alors, j'ai juste une dernière question, et c'est de la part d'un auditeur, en tout cas d'un de vos concitoyens qui vous connaît, honorable, qui vous connaît, qui voudrait savoir, est-ce que vous qui êtes député uninominal, qu'est-ce qui est prévu, parce qu'il dit que la jeunesse semble être abandonnée, le train de sport qui est là est vieillissant, c'est pas entretenu, des salles de spectacle, en tout cas rien n'est là pour entretenir la jeunesse. Est-ce que de ce côté... pas de Fria. Est-ce que de ce côté il y a un lobbying qui est préparé? Est-ce que vous faites quelque chose au niveau du Parlement pour permettre à cette population de jeunesse bien de vivre heureuse dans sa localité? Oui, nous le faisons. Nous disons que le député a un travail de lobbying. Ce n'est pas le député qui décide de rénover le truc, c'est le gouvernement. Donc quand les représentants du gouvernement chargés de tel ou tel domaine, quand ils viennent, nous leur posons le problème. Mais ils n'ont pas que Fria, ils ont beaucoup d'autres. Mais nous, en tant que Fria, nous posons le problème au gouvernement maintenant d'apprécier l'opportunité de faire telle ou telle activité dans telle ou telle préfecture. On ne peut pas faire la même chose partout au même moment. Mais nous posons nos problèmes et l'État examine pour faire ce qui est possible dans tel ou tel domaine. Allez, merci, voilà que c'est bien dit. Ça n'est terminé pour le numéro de Comprendre l'actualité. Merci à vous, l'honorable Sidiki Sissé, député uninominal de Fria. Merci, monsieur. Allez, merci François. Allez, merci d'être venu répondre à nos questions et aux questions également. En tout cas, à l'inquiétude de nos millions de lutteurs. Abakar Condé, merci également. C'est un devoir. Ibrahima Dioudé Diallo, merci. Et surtout, merci à notre technicien du jour et à ces millions de lutteurs qui nous ont prêté leur oreille ce matin. Le rendez-vous est pris également pour demain mercredi et puis les prochains jours. Merci. Au revoir. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle.